Bienvenue à Conflit, merci beaucoup pour votre fidélité. Vous pouvez également retrouver Conflit tous les jours sur notre site internet revueconflit.com avec des articles inédits et puis en kiosque également avec notre dossier qui est consacré ce mois-ci à la Corée du Nord. Alors nous allons être un peu plus loin de la Corée du Nord dans cette émission pour évoquer la guerre actuellement en Iran, dans le détroit d'Ormuz et puis également au Liban, cette guerre qui embrase cette zone du Proche et du Moyen-Orient. Et nous allons essayer de mettre un petit peu les choses au clair, de vous présenter les différents acteurs et puis également un point de situation pour comprendre cette guerre avec mon invité Xavier Hofer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro. On avait fait une émission il y a quelques semaines sur l'affaire Epstein, donc un autre sujet. Mais je vous ai invité cette semaine parce que vous connaissez très bien cette région. Vous avez depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. Décennie. Et vous avez aussi beaucoup de personnes que vous connaissez sur place, donc qui permettent d'avoir notamment un regard multiple, aussi bien côté iranien que côté arabe, que côté israélien. Et c'est fondamental évidemment d'avoir le regard des uns et des autres. Et notamment, vous insistez souvent beaucoup sur la question du diagnostic. Donc, poser un diagnostic comme un médecin pour expliquer ce qui se passe. Aujourd'hui, donc on enregistre le 20 avril, je vous le dis pour ceux qui nous écouteraient dans quelques jours, puisque l'actualité passe aussi. Mais le 20 avril 2026, quel diagnostic on peut poser de cette guerre qui a débuté depuis quasiment 2 mois? D'abord, je crois qu'il faut insister sur un point fondamental. Celui qui fait un diagnostic, que ce soit en médecine ou en géopolitique, est quelqu'un qui dispose d'une expertise et d'une expérience. Et celui qui se targue du titre d'expert, celui qui dit qu'il est un expert, il doit avoir un principe fondamental qui décide de tout le reste, c'est qu'il parle sans intention ultérieure. Il dit les choses non pas parce que ça lui fait plaisir ou parce que ça l'attriste, il dit parce qu'il ne les dit pas parce qu'il aime un tel ou qu'il déteste machin truc chose, il les dit parce que poser un diagnostic le plus juste possible est la seule façon connue à ce jour d'arriver à un traitement. C'est-à-dire qu'on dit voilà quel est le problème et si on a bien posé le problème, alors on arrive à la solution. Je voulais vous rappeler quand même, avant d'entrer dans le vif du sujet, 2 ou 3 choses. On voit sur les plateaux télévisés, ça m'arrive de temps en temps, des experts en chambre qui, profitant d'un moment où la caméra est pas sur eux, cherchent, la solution à leurs problèmes en pianotant vite fait sur l'écran d'un petit téléphone qu'ils ont sur les genoux et s'ils n'avaient pas le téléphone, ils ne sauraient rien. Alors, tel n'est pas, le cas de l'école de criminologie que je représente et naturellement, je ne suis pas seul. J'ai travaillé toute ma carrière avec des experts. Pour vous rappeler qu'en 1988, j'ai publié chez Fayard un livre qui s'appelle «La nébuleuse, le terrorisme du Moyen-Orient», qui décrivait par le menu, c'est un gros livre, hein, il fait 400 pages, tous les débuts de l'histoire du Hezbollah. Qu'après ça, on a publié en 1991, avec une subvention du secrétariat général de la défense nationale. Vous voyez que nous ne sommes pas sectaires parce que c'était quand monsieur Rocard était Premier ministre et nous avons travaillé avec, sans doute un des meilleurs préfets, chargé de la sécurité à Matignon que la France ait jamais eu, qui était Rémy Pautrat. Et donc, Rémy Pautrat nous avait donné les moyens de travailler. Nous avons publié dès 1991 un atlas mondial de l'islam activiste qui a été publié à la Table ronde grâce déjà à l'immense Jean-François Colosimo. Et par la suite, nous avons toujours continué à travailler sur ce sujet qui est fondamental. Que vous aimiez ou que vous détestiez la République islamique d'Iran est secondaire. Il faut reconnaître une chose, c'est que ce pays, la République islamique d'Iran, est celui qui a assassiné le plus de ses opposants à l'étranger de l'histoire du monde. Les Israéliens sont des gamins. Dans l'histoire de la France, qu'un pays étranger assassine ses représentants ou ses ressortissants sur notre territoire, le pire des cas a été celui du GAL, du groupe antiterroriste de libération, quand l'Espagne s'était un peu agacée du fait que les socialistes français ne voulaient pas extrader les gens de l'ETA. Il y a eu 26 morts. À l'heure actuelle, la dernière fois qu'on a fait un comptage un peu précis avec des experts, les gens assassinés à l'étranger par la République islamique d'Iran sont plus de 2200.
Il n'y a jamais eu un pays au monde connu en date de ce jour qui a assassiné autant de ses En ressortissants Europe et étrangers. ailleurs dans le monde. Ah, dans le monde, Ouais, dans le monde. dans le monde entier. Mais c'est dingue, quoi. En Australie, enfin, Mmh. en Argentine, partout. Donc, ce que je vais dire maintenant ne reflète aucune espèce de sympathie pour la République islamique d'Iran. En règle générale, j'éprouve peu de sympathie pour les fanatiques, mais il faut les considérer à leur juste mesure, c'est-à-dire des gens dangereux. Et c'est ainsi que dans la revue que je dirige, qui s'appelle Sécurité globale, en 2010, attendez une seconde, en 2015, pardon, on a publié une longue étude qui s'appelait Qui gouverne à Téhéran et comment, par un des plus grands experts mondiaux du chiisme politique. Et en été 2017, surtout, un numéro spécial, pratiquement plus de 100 pages, qui s'appelle Le chiisme paramilitaire, menace stratégique oubliée ou occultée en 2017, dans laquelle on a réussi à trouver dans le monde plus de 150 milices et groupes armés qui, d'une façon ou d'une autre, sunnites, chiites, chrétiens, tout ce que vous voulez, mais qui étaient liés à l'appareil de sécurité de la République Mmh. islamique d'Iran. Donc, c'est naturellement, tout ça est beaucoup plus dangereux que ne l'a jamais été Al-Qaïda, parce que Al-Qaïda était un groupe clandestin non étatique, tandis que pour frapper à l'étranger, au minimum, les assassins envoyés par la République islamique d'Iran disposent au minimum d'une valise diplomatique Mmh. et peut-être de plusieurs. Donc vous voyez qu'on n'a pas affaire à des gens qui sont des enfants de cœur, Ouais. quand même. Donc finalement, ce que vous dites, c'est que d'abord, le phénomène ou le problème n'est pas nouveau. Il date au moins depuis les années 1980, donc une Oui, quarantaine oui. d'années. Et deuxièmement, on n'a pas affaire à un régime des mollahs ou à un État, mais aussi à une nébuleuse avec des structures qui d'ailleurs vivent dans la clandestinité et qui sont présentes sur plusieurs territoires. Donc beaucoup plus difficile à endiguer, voire à éradiquer. Bah, bien entendu, à l'heure actuelle, on estime ainsi, par exemple, qu'il y a des gardiens de la Révolution implantés dans toutes les ambassades de la République islamique d'Iran et que du jour au lendemain, ils peuvent passer à l'action, ne serait-ce que pour des opérations suicides. Comme j'ai dit, beaucoup de fanatiques là-dedans et donc c'est même pas la peine qu'ils aient des réseaux secrets et cetera. Il y a ce qu'il faut d'ores et déjà dans les ambassades, dans les consulats et Mmh. autres. Mais simultanément, la République islamique d'Iran est un grand pays, grand par la superficie. En gros, ça a la taille de l'Europe, hein, voilà, 90 millions d'habitants et elle est, dirigée par un espèce d'attelage dont on reparlera plus tard et qui est un attelage dynamique entre, d'un côté, une aristocratie, théocratique, c'est-à-dire des gens qui, ont, une espèce de culture et de pratiques, qui tiennent au soufisme, vous savez, le soufisme chiite qui s'appelle Irfan, donc des gens extrêmement éduqués, des sortes d'évêques du Moyen Âge, voyez-vous, qui parlent 5 langues, qui ont des bibliothèques immenses, qui ont des sites, internet extrêmement développés et de l'autre côté, une élite militaire, formée, des gardiens de la Révolution, des Bassidji et des services spéciaux, et l'attelage en question fonctionne comme tous les attelages. Des fois, l'un est devant et l'autre est derrière. Et des fois, il y en a un qui tire et l'autre qui pousse, Mmh. mais c'est comme ça que ça marche. Ça veut dire que tout ne repose pas sur Ramenei, alors le père ou le fils aujourd'hui, parce que c'est un peu l'image qui a été donnée de manière générale, en disant finalement tout repose sur le mollah. En plus, physiquement, ça passe bien en termes d'image. Et donc, il suffit, d'ailleurs, ce qu'ont pensé les Américains, il suffit de l'éliminer, le système s'effondre et puis on change de gouvernement, on Alors, change de régime. c'est d'une part totalement faux, mais ce qui est extravagant dans cette histoire, c'est qu'il y a en Israël et aux États-Unis des centaines de gens, d'universitaires brillants, de spécialistes de la culture arabe et du monde chiite, qui savent tout ça par cœur. Encore faudrait-il que les gens au sommet du pouvoir les écoutent et fassent un peu attention à ce qu'ils disent. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai jamais dit à personne. J'ai rencontré, déjà, voilà longtemps, un homme qui était un des spécialistes, les plus éminents au monde, peut-être le plus éminent au monde, de la langue arabe coranique, c'est-à-dire de la langue arabe telle qu'elle est écrite dans le Coran et telle que sans doute la parlait le prophète. Voilà. C'est, quelqu'un qui est un linguiste new-yorkais,
entièrement juif, new-yorkais, mais d'une culture infinie et sur une partie du monde qui le fascinait. Et cet homme vivait dans le sultanat d'Oman. Voilà bien longtemps, c'était avant la révolution islamique d'Iran, c'est-à-dire dans les années 70. Et il allait souvent, vous savez qu'on est en 2 heures de petit bateau à voile, on traverse, hein, C'est le en golfe, face, c'est donc pas grand, c'est ouais. juste en face, oui. Il allait souvent dans des villes iraniennes pour écouter les prêches, les sermons qui étaient faits par les mollahs pour la prière du vendredi, parce que l'arabe que parlent ces gens-là, les mollahs, est un arabe d'église. Pour eux, c'est pas leur langue, ils parlent le persan, quoi. Ouais. Mais ils parlent l'arabe à la mosquée parce que c'est la langue prophétique, etc. Et ils parlent un arabe très pur et ancestral. Et donc cet homme allait écouter les prières et les sermons. Il franchissait en Iran sans passeport, sans rien, les mains dans les poches, quoi. Alors il était bronzé par des mois d'existence en Oman, et donc il passait parfaitement inaperçu. Il était habillé comme les indigènes, et puis il passait comme une fleur. Il allait s'installer dans un coin de la mosquée et il écoutait les prières. C'était un peu audacieux de sa part parce que les mosquées chiites sont interdites aux non-musulmans. On peut y aller, qu'on soit sunnite ou chiite, mais c'est pas autorisé aux infidèles. Alors lui, il était culotté, mais il ressemblait aux gens du coin, donc il se mettait dans un coin et puis il priait, et puis avec eux, et puis il écoutait. Et là, vers 1977-78, il se rend compte d'une chose, c'est que petit à petit, le ton des sermons est en train de changer. Ce n'est plus le schisme noir du deuil et de la souffrance et du martyre de l'imam Hussein, c'est le schisme rouge de la révolte qui est en train d'être prêché. Et l'imam Hussein n'est plus présenté comme une image christique de l'homme qui a souffert et qui a été tué avec ses partisans par les méchants sunnites. C'est Che Guevara qui est en train d'arriver. Alors, il dit tiens, puis il change de mosquée, pareil, puis il change de ville, pareil. Et on est en train, petit à petit, jour après jour, de fomenter la révolte dans le peuple en Iran à cette époque-là. Alors, il va de ville en ville, de mosquée en mosquée, c'est pareil, et il voit les gens qui avant sortaient de la mosquée en larmes parce que le pauvre imam Hussein avait été tué, sortir rouge de colère en disant ces Américains, il faut les chasser, etc. Alors, il y avait une ambassade américaine à Mascate, la capitale de l'État d'Oman, le sultanat d'Oman où il habitait. Il va à l'ambassade et puis il demande, comme ça, la bouche en cœur, s'il n'y a pas un monsieur dans l'ambassade qui s'intéresse aux problèmes de politique, parce que lui, il va en face, en Iran, etc. Et on finit par lui présenter, comme d'habitude, le deuxième consul chargé de la politique agricole, voyez-vous, donc le type du poste de la CIA, et il lui remet une note pour lui décrire ce qu'il a vu. Aucune réaction. La révolution islamique d'Iran arrive et emporte tout. Et lui, il avait dit ça 2 ans avant, quoi. C'est-à-dire, il était temps encore de dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Et quelques années passent, je suis à Washington et je parle à des amis. Et il y en a un qui me dit « On n'a rien vu venir à Téhéran », c'était un haut dignitaire de la CIA. Et je lui dis « Mais si, vous avez vu, simplement, vous n'avez pas réagi. » Il a dit « Quoi ?» Alors, je lui raconte l'histoire que m'avait dit mon ami, là, linguiste. Et les services de renseignement ne jettent jamais rien. Et il retrouve la note en question et une semaine après, il vient me voir avec le papier, il dit « Non, c'est ça ta note ?» Et je reconnais le texte de l'homme en question qui s'appelait Dale de son prénom, le linguiste, et elle était annotée par la main du chef de poste de la CIA en ces termes « Encore un crâne d'œuf qui est venu nous casser les pieds ». Voilà. C'est ça, les États ne prennent pas attention à ce qu'on leur dit. Et là, c'était un avertissement terrible, quoi. C'était l'annonce que quelque chose était enclenché, qui s'appelait la révolution islamique d'Iran. Voilà. Alors, on en est là aujourd'hui. On entend toujours les mêmes sottises. On entend que la direction iranienne a la forme d'une pyramide et que donc il suffit de taper sur la quille d'en haut et puis toutes les quilles vont tomber, comme au bowling, vous savez. Hein, voilà. Eh bien, pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. Mais tout le monde qui doit le savoir le sait en Israël et aux États-Unis. Encore faut-il qu'on les écoute. Alors, on ne les écoute pas, mais heureusement, au moins pour la France, il y a conflit. Et donc là, on va pouvoir dire les choses telles qu'elles sont vraiment et de façon à ce que les gens comprennent.
Il y a, effectivement dans les choses, dites, il y a un élément intéressant, c'est la quand on regarde ce qui se passe maintenant avec ce qui s'est passé lors de la guerre des 12 jours, l'année dernière, en juin 2025. On voit notamment que les tirs opérés par l'Iran sont beaucoup plus précis, et ils touchent des cibles de très grande valeur, soit des data centers, soit des postes, de départ, soit des appareils. Donc, on a un Iran qui est, intensément bombardé, mais qui dans ses répliques est beaucoup plus précis, beaucoup plus chirurgical. Est-ce que ça, c'est ce qu'on constate. Est-ce que ça, ils l'ont acquis par eux-mêmes? Ou est-ce que, d'autres puissances, Chine ou Russie, leur ont fourni ce matériel? Alors d'abord, regardez la taille de l'Iran. L'Iran n'est pas intensément bombardé, Mmh. quoi. Ça fait 2 millions de kilomètres carrés, 4 fois la France. 4 fois la France. Alors, les gens qui sont sur le terrain, j'utilise des périphrases comme ça, mais tout le monde comprendra. Certains que je connais me disent qu'il y a des zones immenses de l'Iran qui ne sont pas bombardées, d'abord. Des zones immenses de l'Iran qui sont près de sa frontière nord et donc près de la Caspienne et dans ces régions-là. Et semble-t-il, les Russes qui sont très forts dans ce domaine-là leur ont donné des outils de guerre électronique qui font que les ondes sont brouillées au-dessus de vastes espaces de l'Iran et ça interdit les bombardements précis. Mmh. C'est-à-dire que les bombes précises ou les drones ou les fusées perdent leur guidage du fait de cette guerre électronique et ne peuvent pas arriver précisément sur leur cible. Alors ça, c'est le premier point. Et puis deuxièmement, bien entendu, vous savez, l'armée des gardiens de la Révolution a été créée pour sauver le régime. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sauvent le régime. Et si avec ça, il faut s'allier avec le diable, eh ben, ils s'allient avec le diable. Alors, de ce qu'on me dit, les systèmes maintenant de communication de l'armée iranienne et des passes d'Aran sont gérés à partir de satellites chinois, un réseau qui s'appelle, de ce qu'on me dit, Baidu, Mmh. et un réseau d'une quarantaine de satellites militaires, et donc sont beaucoup plus difficiles à décrypter, à intercepter et à contrer. C'est ça la précision. Et puis deuxièmement, on nous raconte beaucoup de sottises. Du côté israélien, on nous a dit récemment, enfin, sur le ton un peu de la vantardise, qu'ils avaient anéanti toute l'armée de l'air iranienne. Il n'y a pas 3 jours, une base importante au Qatar a été bombardée par 4 Sukhoi de chasseurs Mmh. bombardiers de l'armée de l'air iranienne qui ont pu approcher sans encombre la base en question, la bombarder, la détruire en grande partie et repartir en Iran sans être inquiétés. Alors, ils sont anéantis ces avions-là ou non? Eh ben, ils ne le sont pas. Mmh. Voilà, donc il semble que dans les premiers jours, on ait beaucoup fantasmé. On n'a pas pris attention au fait que séculairement, que ce soit au Liban, les chiites libanais du Hezbollah ou les chiites perses, ils sont très forts pour jouer l'oiseau blessé, c'est-à-dire pour faire semblant d'être atteints. Dans le cas du Hezbollah, ils se sont lamentés sur les pertes irréparables de l'opération des beepers, vous savez, Mmh. les petits engins qui servent à communiquer et que les Israéliens avaient piégés avec des explosifs. C'était une opération brillantissime en Mmh. termes de renseignement, mais elle n'a pas servi à grand-chose parce qu'on me dit aussi sur le terrain à l'heure actuelle que le Hezbollah est beaucoup moins atteint qu'il n'y paraît et dispose notamment de ressources militaires dont il ne disposait pas avant, c'est-à-dire premièrement des missiles anti-chars russes qui s'appellent Kornet, K-O-R-N-E-T, et qui sont guidés par des fils, donc on ne peut pas intercepter les ondes puisqu'ils sont, Mmh. sont des missiles Filaire. filaires, Mmh. voilà. Et deuxièmement, ils disposent désormais de capacités antiaériennes dont ils ne disposaient pas avant. Donc tous les jours, on entend dans les journaux, vous savez, qui répètent en boucle les choses, soit parce qu'ils savent rien d'autre, soit parce qu'on leur a dit de le dire. Mmh. Le Hezbollah est très diminué, on aimerait que ça soit vrai. Mmh. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et la preuve de ce que je vous dis, c'est que quand vous êtes à l'extrême sud du Liban, la dernière ville avant Israël s'appelle Binchbeil. C'est une ville dans des collines assez escarpées. On voit la frontière d'Israël. La frontière d'Israël est à 4 kilomètres Mmh. précisément. J'ai été dans le coin jadis et donc je connais le secteur. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'aujourd'hui, où on parle, le 20 avril, les Israéliens n'arrivent pas à entrer dans Binchbel, qui est à 4 kilomètres de chez eux.
Voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile que ce qu'on imaginait et il semble que côté américain et côté israélien, il y a eu des illusions ou une espèce de chaleur Mmh. communicative qui fait qu'on y a été la fleur au fusil et puis là maintenant, voilà. Alors il faut se souvenir une chose, c'est qu'au 19e siècle, heu, le chef d'état-major maréchal von Moltke, qui a été le grand organisateur de l'armée prussienne, ne disait, c'était un de ses dictons: «Nul plan ne résiste au premier contact avec l'ennemi». Eh bien, c'est encore vrai là, un siècle et demi plus Mmh. tard, parce que à l'heure actuelle, ce qui se passe aussi bien en Iran qu'au Liban semble très mal engagé. Pourquoi est-ce que le Hezbollah résiste autant? Est-ce que c'est parce que, l'armée israélienne n'a pas les moyens humains et matériels? Parce que est-ce qu'il est aussi, ce Hezbollah, des ressources humaines très importantes? Puis il faut également l'armement, et donc il faut aussi être équipé en armement de dernière, enfin de qualité? D'autant plus que maintenant ils ont plus la Syrie. Oui, Ouais, c'est quitter fini leur là. base arrière Joulani et veut les qui tuer, donc mmh, c'est pas lui, les armes. Alors bon, alors d'une part, il y a, quelque chose qui facilite, l'arrivée d'armement dans la région, c'est que Joulani ou pas, dans le coin, il y a quand même beaucoup de corruption, donc il y a sans doute des gens qui regardent ailleurs parce mmh, qu'avant ils le faisaient peut-être par enthousiasme. Maintenant, voilà, en plus de ça, contrairement aux sottises qu'on a entendues entre la fin 2024 et le 2025, les Russes sont toujours à l'attaquer à mmh, Khmeimim, ils ont toujours leur base là-bas. Ils ont même conservé une base d'hélicoptères au nord de la Syrie, une grosse base d'hélicoptères au nord de la Syrie, mmh. pas loin de la frontière turque et donc bah, il y a possibilité peut-être d'acheminer des choses par là. On a des frontières très, très poreuses. Ah, il y a même pas de frontière Ouais. du tout. Mais voilà, c'est la capacité d'une armée ou d'un service de renseignement et l'idée qu'on s'en fait diffère. Là aussi, je vais vous donner un fait précis. La révolution islamique d'Iran a lieu en 79. En 79, petit à petit, les émissaires iraniens arrivent au sud du Liban, dans la zone peuplée de chiites. Mais cette zone-là, à l'époque, elle est assez favorable à Israël. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent tout à fait au sud du Liban pour tirer des roquettes ou faire des Mmh, incursions en Israël et se replier sont les Palestiniens. mmh. Après ça, les Israéliens ripostent et comme les Palestiniens sont partis, les bombes et les obus tombent, sur Sur les les villages Libanais. chiites. Voilà. Alors, le l'espèce d'entente tacite existe et elle est telle au sud du Liban que ça n'est pas le service de renseignement extérieur d'Israël, mais le Shin Bet, le service de renseignement intérieur, qui surveille les villages proches de la Mmh. frontière. Et d'ores et déjà, il y a une espèce de milice, chiite, enfin, communautaire quoi, à l'époque pas très offensive, qui est dirigée par un homme dont le nom est Daoud Daoud et il est tellement pro-israélien que dans le coin, on le surnomme ironiquement David David, Mmh. parce que Daoud, ça veut dire David en arabe. Donc et les années passent, les Israéliens sont toujours accueillis à bras ouverts. Arrive 1982 où Israël décide d'une grande offensive pour repousser cette fois-ci les Palestiniens. Comme cette fois-ci, c'est toujours leur obsession, au nord de la rivière Oui. Litanie, C'est voilà, vraiment la frontière, voilà, réelle et mythifiée. C'est voilà, voilà, tout c'est tout mettre au nord. tout mettre au nord. Et à ce moment-là, les Israéliens entrent au sud du Liban et là, le ciel leur tombe sur la tête. C'est Mmh. un attentat suicide après l'autre, les voitures piégées, etc. De 1979 à 1982, toute la population chiite du sud du Liban était passée au Hezbollah Mmh. et personne n'en avait rien vu. Et même ceux qui étaient, enfin, heu, les officiers de renseignement israéliens étaient reçus dans les villages, ils étaient invités au mariage, ils étaient invités aux circoncisions du fils et cetera. Ils étaient chez eux et ils n'ont rien vu. Donc attention à la capacité de gens qui ont été atrocement persécutés pendant des Mmh. siècles, comme les chiites, à garder leurs secrets. Ils mentent pas. Par exemple, quand on leur tue un de leurs dirigeants, c'est le lendemain dans le journal ou le soir même. Il n'y a pas des trucs, comme à la mort de Franco où Mmh. pendant 3 mois, on disait: «Oh, il va pas terrible» et cetera, mais en réalité, il était mourant et on ne le disait pas. Là, tout de suite, ils le disent. Les chiites mentent peu, mais gardent extrêmement bien leurs secrets. Mmh.
C'est ça la réalité. Il y a un point qui est crucial dans cette guerre, c'est la notion de clandestinité. Les chiites, effectivement, savent gérer la clandestinité, parce qu'il faut aussi comprendre leur fondamentisme, leur manière de penser. Heu, les chiites sont minoritaires par rapport aux sunnites. Ils ont été persécutés, depuis quasiment, le prophète Mahomet, enfin juste après quoi, dans la Mmh. succession. Donc c'est dans leur histoire même que d'être minoritaire, d'être persécuté et donc de toujours voir agir en sous-main et d'avoir intégré également la notion de martyr. C'est-à-dire de mourir pour sa foi et d'être, celui qui est persécuté et donc qui est prêt à mourir aussi pour elle. Alors, la notion de martyr, elle existe chez les sunnites et chez les chiites, elle est à peu près analogue, mais elle est plus développée chez Mmh. les chiites que chez les sunnites, en tout cas au début des affaires du Moyen-Orient. Ça n'est pas une forme de suicide. Toutes les formes d'islam prohibent le suicide, comme c'est prohibé dans les religions monothéistes en général, hein. Mais il y a la notion de martyr, shahadat en langue arabe, qui dispose que si un individu se sacrifie pour sa communauté et entraîne dans la mort plus de monde que sa mort à lui, c'est-à-dire s'il entraîne au moins Mmh. 2 personnes dans la mort, alors c'est considéré comme acceptable. Mmh. Mais il y a des conditions extrêmement rigoureuses et très précises. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui fait en claquant dans ses doigts, en disant: «Bah, je vais être martyr». Donc pour en tout cas chez les chiites, il y a une espèce d'entraînement moral. On l'a vu aussi bien, pour les sunnites qui ont, sacrifié leur vie le 11 septembre là. C'est-à-dire qu'il y avait, une fatwa qui avait été délivrée par un très haut personnage, alors sunnite bien entendu, séoudien de le du le grand moufti ou un de ses proches, et qui disait les conditions dans lesquelles l'opération pouvait se monter. D'abord, il y avait un précédent, c'est très important parce que les Mmh. gens qui vont mourir pensent qu'ils vont aller au paradis, donc il faut qu'ils en aient la garantie, Mmh. signalée par une personnalité importante de leur religion. Et donc, on leur disait: «Oui, c'est licite parce que en son temps, le prophète a fait des raids contre ses ennemis. Ceci est un raid», hein. Mmh. Qu'on le fasse avec un chameau ou avec un autre moyen de transport, c'est un raid. Et ensuite de quoi? Quelles sont les conditions? D'abord, il faudra que vous soyez, vous, qui allez sacrifier votre vie, le futur martyr, en état de totale pureté. Vous devez pardonner à tous vos ennemis. Mmh. Vous devez avoir abandonné toute somme d'argent, vous devez partir en état de pureté sans un sou pour partir directement au ciel. Vous devrez réciter telle prière avant d'arriver à l'aéroport. Vous devrez entrer dans l'avion avec le pied droit, car le prophète entrait toujours dans une mosquée avec le pied droit d'abord. Vous devrez faire ceci, vous devrez faire cela. Et à la fin, cette phrase terrible, et au moment où l'objectif sera en vue, que votre dernier mot soit Dieu est le plus grand, Mmh. Allahu Akbar, et après ça, rendez-vous au paradis. Mmh. Voilà, donc c'est pas à la légère, hein, qu'on sacrifie sa vie, c'est quelque chose de rare et d'ordinaire, sauf circonstances extrêmement exceptionnelles. Ça ne peut se faire que quand l'islam est menacé, quand Mmh. la religion, quand la foi est menacée, quand Darul Islam, la terre de l'islam, est menacée. Mmh. Donc dans ces conditions-là, effectivement, vous avez cette activité qu'on n'a pas encore vue dans cette guerre-là. Mais attention un jour à ce qu'il n'y ait pas une mission de sacrifice sur un gros bateau américain ou autre, hein. Mmh. Alors, un autre point, important, à part de la clandestinité, il y a également les questions de criminalité et c'est Mmh. votre métier depuis, et notamment, par les revues que vous avez dirigées, sur la manière dont, l'Iran se rémunère, enfin, se finance, ainsi que ses proxys, je pense notamment au Hezbollah ou Houthi. Il y a toute la dimension de trafic de drogue. On trouve d'ailleurs des ramifications, y compris en Amérique latine, dans cette zone des 3 frontières entre Paraguay, Argentine et Brésil. Le golfe de Guinée, d'ailleurs ça s'appuie souvent aussi sur des diasporas, notamment, palestiniennes. Donc on est à la fois dans le golfe et en même temps ils ont des ramifications à l'échelle mondiale pour, organiser le trafic de drogue et gagner de l'argent avec pour financer après leur mouvement militaire. Ça n'est pas, directement, un parti politique ou une armée ou une milice. Le fait qui est en cause dans cette histoire-là, c'est qu'il s'agit de sociétés claniques, où il y Mmh. a des familles élargies. Alors, on l'a vu, quand il y a eu les attentats, à un moment donné, il y a eu,
dans les années 80 la guerre entre l'Irak et l'Iran. La France soutenait l'Irak, hein, de Saddam Hussein. Oui. Et donc, il y a eu des attentats visant à ce que la France change d'attitude. Et on a vu ce qui se passait à ce moment-là, c'est-à-dire que c'était des Libanais chiites qui avaient agi en France. Et on s'est rendu compte de la structure clanique de la chose, parce que dans une poubelle qui était retrouvée à côté de Fontainebleau, si je me souviens bien, il y avait à la fois des explosifs et de la drogue et même des pièces détachées de voitures. Alors, la réflexion immédiate, un peu simplette, a été de dire: «Ah ah, ils financent le terrorisme avec en vendant de la drogue». Pas du tout. C'est que quelque part dans un village chiite au-dessus de Baalbek, dans la montagne, il y avait un clan dans lequel il y avait 3 cousins, qui avait un cousin qui était le mollah du Hezbollah, qui avait le deuxième cousin qui était le concessionnaire de je ne sais pas trop quelle marque de voiture, et le troisième cousin qui tournait le labo d'héroïne ou qui fabriquait des amphétamines ou n'importe quoi. Et les jeunes qui étaient en France du clan étaient les correspondants des 3 oncles ou des 3 neveux, quoi. Voilà, donc alors, il y en avait un qui passait, qui leur déposait les pièces détachées de voiture en disant: «Tiens, tu iras dans tel garage et puis tu iras donner ça de ma part à monsieur machin». L'autre qui lui disait: «Garde ça sous ton lit, les explosifs, et quelqu'un va venir les récupérer». Et puis pareil pour la drogue, quoi. Donc ça tient à la structure clanique. C'est-à-dire que ça se produit même quand il y a pas de guerre, voyez-vous? Et notamment, il y a les minorités musulmanes, chiites, libanaises sont nombreuses en Afrique. Il y en a plein à Dakar. Voilà, une mosquée chiite à Dakar. Et donc, libanaise, chiite, proche du Hezbollah ou de l'autre milice qui s'appelle Hamal. Et donc, tout ça, voilà, pareil, j'ai été dans la zone des 3 frontières, à la limite entre l'Argentine et puis le Brésil et puis le Paraguay. Et là, vous voyez toutes les bijouteries dans la zone en question, qui est une sorte de marché à ciel ouvert. Et les noms, ils s'appellent tous Ali et Hassan, quoi. C'est donc des Libanais chiites. Mais c'est le cousin qui fait un truc, et puis on ne peut pas dire non à son cousin. Donc, il va garder les explosifs, il va planquer les clandestins, etc. C'est comme ça que ça se passe. Ça n'est pas directement la milice ou le groupe armé qui a une activité criminelle. Tous, comment dire, je ne sais pas si on peut dire, se modèrent, enfin, s'organisent au niveau du clan. C'est-à-dire que c'est le clan qui prime, et les membres du clan étant membres de la milice ou du Hezbollah, ça va être la figure visible. Mais la structure, c'est le clan. Ben oui, la structure, c'est le clan, parce que quand il n'y a pas d'État-nation, c'est la raison pour laquelle, encore une difficulté énorme à faire comprendre ça à nos amis américains. Pendant 20 ans, ils ont essayé de faire une armée nationale en Afghanistan. Alors, comme on dit chez les jeunes, même pas en rêve. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut y avoir une armée nationale que quand l'a précédée une nation, un État-nation, évidemment. Autrement, qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous prenez des gens à droite et à gauche. Alors, les gens de la tribu et du clan sont enchantés parce que c'est vous qui les payez. Et puis, vous les habillez en leur donnant des uniformes. Et mieux encore, vous leur donnez des armes. Et donc, vous avez donc une espèce de pseudo-armée qui, sur le papier, fait 200 ou 300 000 hommes. Et dès qu'il y a un coup de feu qui est tiré, chacun fout le camp sur le territoire de sa tribu avec les armes et ne combat pas pour un État-nation fictif, mais combat pour sa tribu. Ou alors en Afghanistan, c'est une vallée, une tribu, une religion. Une vallée, une tribu, une religion. Alors vous avez un truc en dents de peigne là, sur les contreforts de l'Annapurna, de l'Everest, de n'importe quoi. De cette zone-là, de montagneuse extrêmement abrupte. Et vous avez une vallée sunnite, une vallée chiite, une vallée ismaélienne, une vallée sunnite, une vallée chiite, une vallée ismaélienne. Pourquoi ? Parce que comme ça, on leur fout la paix, quoi. Ils sont chacun chez eux. Donc, essayer de faire une nation avec ça, c'est pas gagné d'avance, quoi. Oui, d'ailleurs, ça a échoué. Afghanistan, totalement, pareil pour l'Irak, pareil pour la Syrie. On n'a aucun exemple de réussite. Nation building est le bid le plus grandiose du XXe siècle, peut-être avec la politique de la ville en France, dans un autre registre. Ça peut même coûter le même prix, si on compte. Et effectivement, donc le clan et la communauté prime. Finalement, le seul État-nation dans la région, c'est Israël, qui
enfin qui essaye d'être un État-nation qui transcende les États-nations. Mais sinon, Bien sûr, mmh, parce qu'il a été, conçu, inventé, imaginé au 19e siècle et puis, pour la 1re, partie de son existence, il était dirigé par des gens qui avaient une culture mmh, commune, qui étaient les fondateurs, qui venaient d'Europe de l'Est, de la zone à l'heure mmh, actuelle où il y a des conflits, la zone entre l'Ukraine et la Russie et cetera. N'oublions jamais que c'est dans cette zone-là qu'ont été instaurés les premiers kibbutzim mmh, avant qu'il y en ait en Terre sainte, hein. Voilà, donc c'est le début du sionisme mmh. militant, c'est dans cette zone-là et un grand nombre, de ceux qui, après ça, ont exercé le pouvoir en Israël, je pense à Golda Meir et tout, venaient de cette zone-là. Et ce sont des gens de culture yiddish, vous savez, ils Mmh. parlaient l'espèce d'allemand, Ouais. qu'on parle dans cette, région-là, quoi. Et donc ça il y avait une espèce d'homogénéité, plus l'apprentissage d'une nouvelle langue qui était commune à tout le monde, qui était l'hébreu. Et puis après ça sont venus, les séfarades, quoi, les Mmh. gens qui venaient de la partie, du monde arabe, Mmh. de la communauté juive du monde arabe ou de Turquie. D'ailleurs, c'est 2 histoires, complètement différentes parce que c'est 2 cultures différentes. Et les séfarades n'ont pas non plus, subi la Shoah puisqu'ils n'étaient pas en zone, occupée par l'Allemagne. Mmh. Donc ils ont même au XXe siècle, ils n'ont pas du tout la même histoire commune. Après, Ah oui, ils ont mais fondé leur c'était État, quand mais même pas, dans les pays où ils vivaient, ils étaient quand même pas très bien traités ouais, quand même, hein. La preuve, c'est qu'il n'en reste plus, hein. ouais. Ils ont été chassés ou ils sont pas tous partis d'eux-mêmes. Mmh. Mais, vous avez il y a, une espèce de ressemblance, alors, naturellement, ni sur le plan moral, grand Dieu du ciel, ni sur mais, technique. Heu, à un moment donné, quand l'État d'Israël est créé, heu, ses créateurs disent: «Il faut qu'on se défende», donc il y a l'embryon d'une armée et puis après Mmh. ça devient une armée et les dirigeants d'Israël, donc Golda Meir et tous les vieux de l'ancienne génération, ils sont à la fois enchantés, d'avoir, cette armée qui les défend bien, mais elle leur fait un peu peur aussi Mmh. et vous avez, à un moment de la guerre des 6 jours, des récits israéliens, hein, qui disent que, donc les fondateurs de l'État d'Israël qui, entre eux, quand ils sont en privé, parlent yiddish entre eux, c'est la Mmh. langue du vieux pays, les militaires, les guerriers, les Yitzhak Rabin, les, comment dire? Le Ben Gurion, Ben Gourion, enfin mmh, non, non, Ben Gourion, c'était les vieux de ouais. l'ancienne génération, les guerriers et donc ils les appellent en yiddish «ta Preuße», les Prussiens. Mmh. Voilà, parce qu'ils leur en font un peu peur et vous savez comment on les appelle les gens de l'état-major israélien qui, eux, parlent, hébreu? Mmh. Ils les appellent les Juifs, Mmh. des Juifs de ghetto, quoi. Ouais. Voilà. Donc il y a cette tension-là et on la retrouve un peu entre, l'aristocratie des dignitaires, chiites, des ayatollahs et cetera d'un Mmh. côté et les gardiens de la révolution de l'autre. Il y a Mmh. toujours, mais naturellement, ils sont sur la même barque, ils sont dans la même galère, ils resteront fidèles l'un à l'autre jusqu'au bout, mais il y a cette dichotomie-là qu'on trouve souvent dans les pays entre des gens plus intellectuels et d'autres Mmh. plus activistes, quoi. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé du détroit d'Ormuz et de sa fermeture. D'ailleurs, c'est pas l'Iran qui a bloqué le détroit, ce sont les assureurs qui, ont arrêté d'assurer les bateaux. Donc forcément, les bateaux n'ont pas à circuler, c'est pas, Ouais. mais il y a d'autres structures qui ont été, touchées, dont qui a été peu évoquées. C'est notamment tout ce qui est, usines de dessalement, d'eau potable, les data centers également, les câbles sous-marins et là, on voit, très bien, enfin, pour quiconque a été dans la région qu'en fait, il y a pas d'eau potable. Donc s'il y a pas d'usine de dessalement, on meurt de soif, littéralement. Ah oui, et Donc vite. et vite, c'est en 2 jours, Ah oui. donc toucher les usines de dessalement, c'est, tuer la population. Alors, des usines de dessalement dans la péninsule arabe entière, il y en a 800 et quelques. Mmh. C'est-à-dire, ils sont pas au bord de mourir de soif. Les Iraniens en ont tapé quelques-unes, là où il y a des bases américaines, parce que de façon invraisemblable, on se frotte les yeux, quoi. On se dit: «Mais comment ces gens réfléchissent-ils donc?» Mmh. Toutes les bases américaines, les grandes bases américaines de la péninsule arabe, il y en a 13. Elles sont sur le réseau électrique et sur le réseau d'eau courante du pays. Mmh. Ils n'ont pas leurs ressources propres.
Ce qui fait que les Iraniens, ils tapent l'usine de dessalement de Bahreïn et puis il n'y a plus à boire à la base américaine à côté. Donc c'est à la limite trop simple, Mmh. quoi. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe dans la région? Il se passe que les pays en question sont extraordinairement fragiles. C'est-à-dire que ce sont des bulles et de rêves. C'est-à-dire que là, par exemple, au bord euh, du Golfe, c'est-à-dire sous le nez même des Iraniens, vous avez l'énorme usine de dessalement d'eau de mer qui fournit par un énorme pipe, mais énorme, Mmh. la capitale de l'Arabie saoudite, du royaume d'Arabie saoudite, Riyad. Vous tapez l'usine en question, ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant, et la capitale de l'Arabie saoudite, on est obligé de déménager ses habitants au bout de 48 heures parce qu'ils n'ont plus une goutte d'eau à boire. Voilà. En plus de ça, on entend beaucoup parler du Golfe et du détroit d'Ormuz. Les gens, souvent, on a l'impression dans les médias qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, quoi. Alors, côté iranien, vous avez des montagnes énormes qui plongent, la chaîne de l'Elbourz, quoi, Mmh. qui plongent de plus d'1 kilomètre dans la mer d'altitude. C'est pratiquement vertical. C'est extrêmement raide, oui, oui, Et en bas, très profond. en bas, vous avez des falaises Mmh. verticales comme Mmh. un immeuble Ouais. qui font 30 et 40 mètres, c'est-à-dire 2 immeubles haussmann superposés les uns au-dessus de l'autre. D'une part, j'ai fait du bateau dans le coin avec des copains expatriés. En plus de ça, on arrive bientôt à la saison chaude. Mmh. À la saison chaude, un être humain, même pas militaire, hein, il a besoin de 5 litres d'eau par jour pour Mmh. survivre. Vous les amenez comment? Puis en plus de ça, en faisant du bateau, on pouvait le faire avant, maintenant c'est plus possible, à côté vous savez, des plateformes d'extraction du pétrole offshore Mmh. en mer, où chaque jour à midi on largue dans la mer des sacs poubelles avec tout ce qui est organique comme matière, les épluchures, Ouais. etc. Dans l'eau, dans des sacs poubelles. Vous avez des requins blancs qui font 5 mètres de long, 6 Mmh. mètres de long, qui nagent. On les voit directement depuis le bord du bateau quand on est en bateau. Comment vous faites débarquer des gens dans Ouais. cet enfer-là? C'est pas possible. Dans 15 jours, il fera 50. Mmh. Et on voit, beaucoup, ça m'a surpris quand j'étais sur le bord de ce golfe, énormément de bateaux, enfin de petites embarcations qui font la traversée, notamment entre Oman et l'Iran et qui font du trafic, alors, trafic en tout genre, hein, cigarettes, alimentation et autres, mais enfin ça n'arrête pas. Des réfrigérateurs. Des Oui, réfrigérateurs, oui, bien c'est sûr, il y en a des centaines par jour. ouais. Même sur le port de Dubaï, Mmh. le port des Caïques, là où on voit, on peut. Et puis, alors maintenant, il y a la guerre, mais avant, on donnait 20 $ au type, il vous amenait de l'autre côté, quoi. Mmh. Notamment, il y a une île énorme juste en face de Dubaï, en Irak, qui s'appelle Reshm. Et alors, c'est difficile à prononcer, Mmh. Q-U-E-S-H-M, Reshm. Et donc, Reshm, qui est une grande île, c'est une sorte de zone franche, donc vous Mmh. pouvez y aller, acheter des courses, etc. Moi, comme je suis pas en odeur de sainteté en Iran, parce que j'ai dit des choses qui leur ont pas plu, j'ai évité, mais j'ai des Mmh. copains qui y ont été comme ça. Et ça coûtait 20 $ sur le caïque qui partait d'une espèce de crique de Dubaï, là. Mmh. C'était facile jusqu'à une date récente. Et donc, vous avez une grande proximité, notamment entre l'Iran islamique et Oman. Mmh. Pourquoi? Parce que l'islam qu'on pratique à Oman, c'est l'islam ibadite qui est compatible à la fois avec celui des chiites et Mmh. celui des sunnites, parce que ça date d'avant Ouais. la scission, quoi, cette forme-là d'islam. Donc, vous avez une grande proximité et ils sont chez eux là-bas. Mmh. Il y a un sujet aussi, majeur, c'est la question de l'armement et du stock de missiles, côté israélien et côté américain. Il y a déjà eu pas mal de stocks engagés, mais lorsqu'il n'y en aura plus, forcément la guerre sera terminée. Donc il y a aussi un peu une course contre la montre côté israélien et américain pour terminer la guerre avant d'avoir épuisé les stocks. Oui, et c'est pas facile à régler à court terme. J'ai cru comprendre, c'est pas ma spécialité, mais j'écoute des gens que pour passer de, il y a des dispositifs qui permettent la lutte antiaérienne ou contre les fusées antifusées ou Mmh. systèmes anti-drones à longue distance, c'est-à-dire avec des radars qui voient à plus de 1000 kilomètres et qui on peut intercepter jusqu'à
5000 mètres d'altitude ou 6000 Mmh. mètres. Ces dispositifs, ces systèmes d'armes, de missiles antimissiles s'appellent THAAD, T-H-A-A-D. Et pour passer de 900 THAAD par an à 3000, il faudra 7 ans. 7 ans. Mmh. Voilà. En plus de ça, bien entendu, la coordination existe entre l'Iran et le Hezbollah, à savoir que quand il s'agit de taper sur Israël, vous avez d'abord le Hezbollah qui tire des fusées à courte et moyenne portée au-dessus d'Israël, et donc elles sont interceptées par les missiles antimissiles, Patriot ou Mmh. autres, ou THAAD, mais il faut du temps pour les recharger, ce qui fait qu'après cette première salve, arrivent les missiles iraniens plus Mmh. rapidement que dans le temps où les Israéliens doivent recharger leur batterie. Mmh. Donc là aussi, il y a des coordinations, ça fonctionne toujours. Donc ça signifie qu'il y a, euh, par onde secrète ou Dieu sait trop comment, une coordination Mmh. qui continue à marcher jusqu'au jour d'aujourd'hui, enfin avant la trêve. Ouais. Voilà. Ce que l'on voit dans la stratégie iranienne, c'est que, leur grande idée, c'est protéger leur territoire. Ils voulaient la protection avec l'arme nucléaire qu'ils n'ont pas, et donc finalement, ils ont créé des proxys, les Houthis, le Hezbollah, le Hamas qui aident aussi, et ces proxys sont une pointe avancée pour assurer leur sécurité. C'est eux qui donnent les coups, c'est eux qui les prennent, et ça protège l'Iran. Je ne suis pas intégralement persuadé que les Iraniens avaient un besoin urgent de la bombe atomique. Que ce soit un élément de souveraineté est évident, que ça les turlupine un peu, que ce soit des sunnites, en l'occurrence Mmh. pakistanais, qui aient la bombe atomique et pas eux, ça ne doit pas leur faire trop plaisir. Mais je me demande si c'était ça l'essentiel. J'ai l'impression, j'ai parlé de ça avec des diplomates de la région. Et il y en a un qui a des fonctions éminentes puisqu'il coordonne tous les autres diplomates de son pays à l'échelle de toute l'Union européenne. Donc c'est une sorte de coordinateur, heu, donc à Bruxelles, mais Mmh. pour toute l'Union européenne, qui m'a dit, il y a pas tellement longtemps de ça, il y a 2 ou 3 ans, il m'a dit la chose suivante: «Ce qui nous crucifie, nous», alors le «nous», quand il parle, cet homme, il Mmh. parle au nom du Conseil de coopération du Golfe, Oui. c'est-à-dire des pays de la rive arabe, Mmh. du Golfe, hein. C'est-à-dire Arabie Saoudite, Koweït, Bahreïn, et cetera, Émirats et Émirats autres. arabes Mmh. unis, et cetera, hein. Il dit: «Ce qui nous crucifie, c'est que dans notre région du monde où on a tout pour être heureux, on a suffisamment d'argent pour, réussir la transition à Mmh. l'après-pétrole, on peut faire des tas de choses, mais que nous sommes la seule région du monde où il y a encore des guerres de milices, Mmh. où comme en Europe au Moyen Âge, vous savez, les grandes compagnies, les lansquenets, tout Mmh. ça, bah, chez nous, ça existe encore, et donc nous avons, cette difficulté-là, cette difficulté, elle provient du fait que ces larmes, ce sont les pitbulls de l'Iran. Mmh. C'est-à-dire que si jamais l'Iran veut se protéger, ben, il lâche les pitbulls et il les lâche sur nous. Mmh. Voilà, donc c'est comme ça, et donc nous, notre rêve au Conseil de coopération du Golfe, c'est de mettre fin à cette guerre de milices. Mmh. Voilà, on veut mettre fin à ça. Après ça, ça ira beaucoup mieux. Et donc, nous expliquons ça, nous, les gens du Conseil de coopération du Golfe, à nos alliés américains depuis 20 ans. Mais cet homme et moi, cet ambassadeur et moi, on était seuls dans la pièce, donc il pouvait se lâcher un peu. Il a dit, nos amis américains ne comprennent rien. Et donc, ils nous ont dit, oui, oui, on voit très bien. Et puis, ils ont lancé cette guerre Mmh. idiote en Irak, ce qui fait qu'après ça, au lieu d'avoir 3 guerres de milices, on en avait 4. Ouais. Alors, non, Mmh. donc c'est terminé. Il faut que nous réglions nos problèmes avec Israël, mais il faut en même temps qu'on rouvre le dialogue avec la République islamique d'Iran de manière à se débarrasser de cette guerre des milices. Et les Iraniens disent, on mettra fin à ça au moment où on nous fichera la paix, où on nous lèvera les sanctions, on nous rendra notre pognon. Mmh. Voilà, c'est tout. Donc à l'heure actuelle, la difficulté est là, c'est dans quel ordre on fait les choses. Mais je crois qu'à terme, ça se terminera comme ça. D'autant plus que la culture iranienne, la culture perse est immense en Asie. Mmh. Il n'y a pas, c'est un texte dont je vous parle qui est tout récent, un des grands intellectuels indiens de l'Inde de Modi, disait: «Il n'y a pas une culture qui est plus importante pour le milliard et demi pratiquement d'Indiens que la culture perse». L'empire moghol au nord de l'Inde et une partie de ce qui est aujourd'hui le Pakistan et puis même de l'Afghanistan, c'était
un empire de culture perse. Mmh. Et donc, l'Eurasie ne peut pas plus laisser tomber l'Iran que nous, en Europe, on pourrait faire l'Europe sans la Grèce. Mmh. Le mot même Europe, c'est un mot grec. Mmh. Comment vous voulez? Alors, nos amis grecs, j'habite une partie de l'année en Grèce, donc c'est ma deuxième patrie, mais disons qu'ils ne sont pas très soigneux avec leur Mmh. comptabilité, pour être gentil. Mais même si on trouve haïssable leur façon de truander tout le monde, Mmh. on ne peut pas parce que c'est la Grèce, vous Ouais. comprenez? Notre culture vient de là. Alors pareil, et donc il est là aussi exclu que l'Inde, que la Chine et que même la Russie laissent tomber la Perse. Mmh. La Perse est fondamentale, même dans les pays turcophones. Tous les exportateurs savent très bien que si vous voulez vendre quelque chose dans les stans en Asie centrale, c'est-à-dire en Ouzbékistan, dans Kyrgyzstan, Turkménistan, tout ça turcophone Mmh. et turc d'origine, il ne faut pas installer le modèle, la maquette, il ne faut pas l'installer à Ankara, il faut l'installer à Téhéran. Mmh. Comme la France, c'est la mode, Mmh. hein, pour les vêtements, et cetera, l'habillement, la mode féminine, c'est Paris, hein, et ben, l'innovation, la culture, c'est Téhéran. Heu que ce soit la République islamique ou toute autre chose. C'est pas ça qui est grave, c'est que culturellement, ça joue un rôle important. Donc il me semble que ces facteurs-là ont été un peu négligés par Trump et Netanyahou quand ils se sont lancés dans cette histoire qui commence à il y a des gens qui ont plus un poil de sec en Israël avec Mmh. cette histoire-là, parce que ça se passe très difficilement, quoi. Bien, merci beaucoup, Xavier Hofer, d'être venu au micro de Conflit pour nous présenter cette complexité de cette région, complexité effectivement de l'Iran et d'aller au-delà de quelques grands poncifs médiatiques pour montrer non pas que le sujet est complexe, enfin qu'il est compliqué, mais qu'il est complexe et qu'il faut le comprendre dans son entièreté. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous pouvez donc retrouver Conflit en kiosque, d'autres émissions également dans nos archives, notamment 2 reportages que nous avons effectués, un à Oman et un à Dubaï, pour comprendre aussi l'économie et l'histoire de ces régions. Et puis notre numéro actuellement en kiosque avec un dossier consacré à la Corée du Nord. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.